Bonjour à tous, je suis Tia, votre animatrice du Franc-Parler avec Tia. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Chantal Couture, CPA, et l'associée chez Demers-Bonne avec nous pour démystifier ce qui concerne la fiscalité immobilière en ce temps d'impôt. On va beaucoup apprendre avec Chantal. Bonjour Chia, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Moi aussi. T'es pétillante. On est contente d'être ici, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est ça, parce qu'en fait, on s'est croisés beaucoup de fois. On s'est rencontrés à la Sphère, dont tu fais partie de cofondatrice. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette organisation? Oui, bien, la Sphère, dans le fond, c'est un regroupement de femmes. Mon Dieu, effectivement, je suis cofondatrice. Je ne compte plus les années, mais ça doit faire une vingtaine d'années qu'on a parti ça. Il y en a 2 groupes, dont un, tu fais partie. Oui. Le but de ça, c'était de réseauter et d'avoir des expertises variées, dans le fond, pour que chacune, on puisse avoir de la plus-value pour chacun de nos clients respectifs. Donc, c'est vraiment un regroupement de femmes banquières, avocates, des gens dans le marketing, le RH, tous les domaines le plus variés possible, dans le fond. Fait que c'est enrichissant pour chacune de nous, puis ça nous permet aussi d'avoir un bon réseau pour nos clients au besoin. Oui. En fait, j'adore toutes ces femmes-là avec qui que je côtoie depuis une dizaine d'années. Je me sens tellement honorée, enrichie à chaque fois. Donc, merci beaucoup d'avoir fondé et de cultiver cette organisation-là pour l'avancement des femmes. Alors, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir aujourd'hui parce que, en fait, dans le courtage immobilier de tous les jours, il y a toujours beaucoup de clients qui ont beaucoup de questions parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une transaction. Il faut aussi savoir comment économiser les impôts. Alors, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Dans le fond, aujourd'hui, ce que j'ai envie d'aborder comme sujet, c'est donc quelques mises en situation. Les questions qui me sont posées les plus souvent. Et puis, suite à cette rencontre, je pense que je serai mieux outillée et notre audience aussi. Absolument. Parfait. Donc, on y va. OK, on y va. Go. Par exemple, une cliente, elle a acheté un condo à Montréal. Elle a signé un contrat de travail. Elle est partie pour Europe pendant 1 an. Puis pendant ce temps-là, elle n'est pas prête à laisser son condo. Donc, elle a loué son condo à un tierce. OK? Puis là, elle est partie. Bien, un an après, elle est de retour avec son fiancé. C'est beau. Puis tous les deux, ils disent, bien, on a besoin d'un espace de vie plus grand. Donc, on va acheter une maison. Elle songe alors de vendre son condo qu'elle avait habité, mais qu'elle a loué pendant 1 an. Maintenant, elle reprend. Donc là, on voit ici, il y a un changement d'usage. Donc, qu'est-ce qui arrive au niveau des impôts lorsqu'on fait les changements d'usage? Bon, oui, c'est ça. Dans le fond, là, tu as un scénario particulier, mais le changement d'usage, en gros, c'est très, très important. Pourquoi? Mais en fait, il y a dans les 2 sens. Donc, où j'ai une résidence que j'habite et que je veux louer, ou j'ai une résidence que je loue et que je voudrais convertir en ma résidence personnelle. D'accord. Pourquoi c'est important ici? Dans le fond, c'est une notion que tout le monde connaît, mais qui est très importante, c'est que ici, on a une exemption pour résidence principale. Ce que ça veut dire, c'est que ta résidence principale que tu habites, donc, quand tu la vends, tu as une exemption et tu ne paies pas d'impôt sur le gain que tu réalises sur ça. Faut faire très attention parce que depuis, là, je ne veux pas me tromper, mais ça, c'est 2018, on doit déclarer. Donc, on doit, quand on vend une propriété, même si c'est notre résidence principale, il y a un formulaire de choix qui doit être complété. D'accord. Revenons au changement d'usage. Dans le fond, quand on change l'usage d'un bien, la règle de base, c'est qu'on est présumé disposer de ce bien-là. Mais là, dans le fin fond, si moi, je prends ma maison puis je décide de la louer, je ne l'ai pas vraiment disposée. Fait que je me dis, hey, je ne veux pas payer l'impôt sur le gain en capital parce que je ne l'ai pas disposé. Mais techniquement, j'aurais une disposition à la valeur marchande.
D'accord. OK? Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des choix qui peuvent être faits. D'accord. Donc, le choix, c'est pas un formulaire, c'est... Pour ça, des fois, ça prend un fiscaliste pour faire ces choses-là. C'est que c'est une lettre, dans le fond, qu'on envoie à Revenu Canada qui dit « Je fais le choix, dans le fond, de changement d'usage pour un choix qui me permet de ne pas me taxer sur une disposition présumée de mon bien. » D'accord. À ce moment-là, on continue. Puis, admettons que c'était ma résidence principale puis que je la convertis en location. Oui. Bien, ça me permet aussi, en faisant ce choix-là, Oui. d'ajouter 4 années de possibilité de résidence principale sur cet immeuble-là. D'accord. C'est parce que si on en a plusieurs, on peut dépendamment décider au moment d'une vente quelle est notre résidence principale pour chaque année. Dans le fond, c'est par année qu'on fait le choix. Tout à fait. Ce choix-là, il est très important. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font pas. Justement, j'ai un condo, je m'achète une maison, finalement, je le garde, je commence à investir en immobilier et je vais le louer. Bien, il faut absolument faire ce choix-là. C'est très important. Fait qu'à cet effet-là, si vous faites faire vos déclarations, il faut vraiment aviser les gens, travailler avec un fiscaliste pour faire ce changement-là. Et la même chose dans l'autre sens aussi. On peut avoir un immeuble locatif qu'on veut convertir en résidence. Il y a beaucoup de gens qui achètent un duplex ou quelque comme ça, puis ils se disent, bon, je veux rester à Montréal, je veux transformer mon duplex en résidence à 2 étages. Bien, il y a une disposition présumée. Puis, donc, il y a une possibilité aussi de faire ce choix-là pour pas qu'on soit présumé avoir disposé à la valeur marchande le bien qu'on a. Oui, c'est sage. C'est très sage, oui. Oui, mais il faut être averti. Là. On ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est ça. Parce qu'il faut comprendre que si on ne l'a pas fait, le choix, dans le fond, s'il y a une vérification d'impôt de la part de Revenu Québec, Revenu Canada, bien, les autres ils vont dire tu as eu une disposition présumée de ton bien et tu dois payer l'impôt sur le gain en capital. Oui, ce qui est moins plaisant. Bien, c'est ça, tout à fait. Je me souviens que... Et aussi, je pense que la question, c'est de le savoir. C'est important. Et aussi, le professionnel autour de nous qui le sache aussi, ça, c'est très important. Je me souviens que pendant une année, j'ai vendu la même année ma résidence principale, la vraie, et puis mon chalet, donc résidence secondaire. Et puis, à ce moment-là, ma comptable, elle m'a vraiment demandé, tu sais, dans laquelle résidence tu as le plus de gains. Et puis, à ce moment-là, on va faire ce choix-là, justement, au niveau de déclaration d'impôt, pour aller chercher le plus d'exonération. Exact. Il y a la planification à faire, puis ce que je dirais aussi très important aujourd'hui, plus qu'avant, parce qu'avant, on avait l'exemption, mais c'était automatique. Maintenant, il faut l'indiquer. D'accord. Donc, si vous vendez une résidence qui était ou qui a été une résidence personnelle, c'est très important d'informer la personne qui va faire vos déclarations d'impôt. Tout à fait. Parce que ça, c'est vraiment énorme, là. Oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis, d'ailleurs, un autre truc que je donne souvent à mes clients, par exemple, ils vivent dans leur résidence principale ici, à Montréal, et puis tout à coup, ils veulent comme quitter pour l'étranger pendant X moments qu'ils ne savent pas encore. Et pendant ce temps-là, c'est loué. Ce que je conseille, c'est de faire venir un évaluateur à créer au moment de leur départ pour prendre une photo de la valeur marchande à ce moment-là. S'ils ne savent pas, s'ils ne connaissent pas la date de retour, donc ça veut dire que le gain en capital qu'ils vont exonérer pendant la période où est-ce qu'ils habitent réellement la résidence, on pourrait le déterminer pour les impôts. C'est super. Puis ne sachant pas la date, mais du moment où on le sait, comme je te disais tantôt, peut-être faire le choix, ça nous permet d'ajouter un 4 années où on peut garder quand même cette résidence-là comme résidence principale. C'est génial. Parfait. Alors, ce qui m'amène à penser que quelqu'un qui habite, mais pour plus lucratif. on a souvent entendu parler, maintenant c'est un peu moins parce que l'OFIX, que justement, a commencé à plus vérifier. En fait, dans ma tête, ce que je pense en ce moment, c'est les flippers immobiliers. Donc, c'était, et c'est encore courant que certains entrepreneurs généraux ou qui sont très, très manuels, qui achètent un immeuble qui nécessite de rénovation. Donc, il y habite et puis dès que c'est rénové, c'est prêt, il remet sur le marché pour faire ce profit-là. Alors,
peux-tu, s'il te plaît, nous éclairer sur la fréquence que cette personne pourrait faire ce genre de flip rapide que j'appelle ou non? Et c'est quoi son risque? Bien, en fait, ça devient... Il faut voir à quel moment ça devient une entreprise. Et Voilà. non, j'achète une maison, puis oups, j'ai l'occasion de la vendre, ou j'ai un transfert pour mon emploi, puis je dois m'installer ailleurs. Ça peut arriver. Tu sais, c'est un bon argument pour dire, oui, mais j'ai changé d'employeur, je suis à Montréal, je suis allée à Trois-Rivières, puis après ça, je devais aller à Fermont. Tu sais. Bon, là, on s'entend qu'il y a eu vraiment un transfert. Mais quand on le fait de façon volontaire, bien, c'est sûr qu'après... quand on a fait deux, là, dans une année, puis une autre année, après, ça devient comme une entreprise. Voilà. C'est sûr qu'il y a comme un risque là, qu'il y ait des questions au niveau de l'impôt. Puis il ne faut pas oublier ce que j'ai dit tantôt, c'est que avant, on ne déclarait pas, il n'y avait pas d'annexe pour déclarer notre vente de résidence principale. Maintenant, on a l'obligation, sinon, on n'a pas l'exemption. C'est bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est facile de savoir que tu achètes et tu vends. C'est ça. En 6 mois, j'ai déménagé. Je ne peux pas le dire, mais selon moi, après 2, dans des années consécutives, l'ARC va envoyer une petite lettre, probablement poser des questions et c'est clair. Mais c'est ça. Ce qui arrive, c'est qu'on doit vraiment déclarer. Donc, il y a une trace super... facile là, pour, c'est évident. Pour Revenu Québec ou Revenu Canada pour dire on se pose des questions. Absolument. Absolument. En parlant de la rénovation d'une maison, OK? Je suis curieuse de savoir, comme par exemple, il y a un entrepreneur général, il a acquis un immeuble à rénover, puis finalement, il a quasiment refait la maison au complet ou l'immeuble au complet. Donc là, il revend. Vu que c'est une entreprise qui pratique la rénovation majeure, donc il revend l'immeuble taxable. Donc, on parle de 15 % de plus, OK, que le prix marchand. Et puis, je me demande, est-ce que l'acheteur comme tel, si l'acheteur a aussi son entreprise, donc incorporée, est-ce que l'acheteur pourrait acquérir l'immeuble qui est taxable, mais que faire une écriture comptable pour ne pas sortir 15 % de plus de cash flow? Oui. En fait, je vais faire un petit aparté, mais les taxes qui sont supposées être très, très, très simples sont vraiment complexes. Donc, pour cette raison, il y a des spécialistes en taxes. Et immobilière encore plus. Oui, OK? Dans absolument. Le sens, puis si tu es un individu, une entreprise, un organisme à but non lucratif, toutes les règles sont différentes. Donc, ce qui était supposé être simple est très complexe. Ah, je vois. Ça, c'est un. Donc, oui, ce qui arrive, c'est que je dois charger la taxe. Donc, si je la charge, je la collecte et je la remets, et l'autre fait une demande. Quand on a des entreprises qui sont inscrites, que les deux, dans le fond, sont inscrites, puis que l'acheteur a droit à ses intrants, qu'on dit, là, dans le fond, les taxes qu'il paye, il doit les récupérer. Bien, à ce moment-là, on peut faire un choix. Puis, effectivement, bien, c'est pas une écriture comptable, mais c'est sur les formulaires, dans le fond, de TPS, TVQ, où le choix, ce qu'elle va faire, c'est que l'acheteur va dire, moi, je vais remettre les taxes sur la vente. Puis, j'ai droit à mes intrants, donc j'ai le même montant. Donc, au niveau cash flow, je dirais, ça l'aide là, je comprends. Des deux côtés, là, parce que c'est vraiment un in et un out. Exact. Dans le cas où les deux sont inscrits aux taxes, dans le fond. C'est ça. Et que c'est un choix intéressant qui peut être fait. Absolument, absolument. Sur le cash flow, ben, ça a quand même un impact, c'est quand même 15 %. Oui, c'est 15 % sur un immeuble de 2 millions, ça commence à... Ça commence à faire. Exact. Bien, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est une belle façon de procéder là, pour... absolument. Pour aider là, les transactions, les acheteurs puis les vendeurs. Oui, tu as raison. Et c'est d'ailleurs pourquoi est-ce que je fais aussi rappel à l'acheteur qu'au moment de l'achat d'un produit taxable comme ça, c'est qu'il faut qu'il soit conscient que si dans 5 ans, 10 ans, il va revendre, il faut aussi demander les TPS et TVQ sur le prix de vente. Parce que ça serait une incorporation qu'ils font. C'est ça. Si c'est un inscrit, que la transaction est taxable, bien oui. Mais il y aura toujours la possibilité de faire le même choix
via son acheteur futur, là, s'il est inscrit naturellement. C'est ça. Oui. S'il ne l'est pas, c'est plus difficile parce que s'il ne l'est pas, dans le fond, il ne peut pas réclamer les intrants. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment... Il faut que ça soit des deux côtés. Là. En effet. Donc, la roue continue. C'est une roue. C'est une roue. Effectivement, c'est une roue. Entre les entrepreneurs. Voilà. Bon. Là, je sais que depuis 2018, la loi a changé sur ce qui est de fiducie et ses impôts. Ouais. Je vais peut-être expliquer un peu le genre de contexte pour que nos publics puissent mieux comprendre. C'est que, dans le fond, il y a plusieurs personnes où est-ce qu'ils ont un patrimoine assez important. Donc, ils commencent à tu sais, comme, mettons, ils ont une incorporation, puis tranquillement, ils vont aussi créer une fiducie dans le fond de gérer le patrimoine familial. OK? Puis, mais tout à coup, à cause du changement de cette loi-là, la résidence principale liant avec la fiducie, justement, ce n'est plus comme avant. Est-ce que tu peux nous démystifier ce point? En fait, la fiducie, effectivement, c'est un beau véhicule. C'est un beau véhicule de protection pour les gens, les entrepreneurs, dans le fond. Donc, il y a eu beaucoup de planification au fil des ans. Puis, une des façons de faire, c'est-à-dire de détenir la résidence principale dans la fiducie. C'était vraiment comme une planification pour la protection des actifs. Ce qui arrive, c'est que on a parlé de l'exemption pour résidence principale tout à l'heure. Donc, là, on se disait, si on la perd, c'est pas avantageux. Mais donc, aller jusqu'à 2017, la fiducie pouvait demander l'exemption pour résidence principale. D'accord. À partir du 1er janvier 2018, ce n'est plus le cas. OK. Donc, mettons qu'aujourd'hui, donc là, ce que je dirais, c'est qu'il faut planifier les choses, il faut parler avec un fiscaliste puis voir qu'est-ce qu'on fait parce qu'il y a quand même un impact majeur. Si la résidence prend de la valeur beaucoup parce que c'est quand même important. Tu sais, en ce moment, on a un petit boom immobilier. Oui, de 22% par année. Oui. Mais donc, nos valeurs de résidence principale, ça prend beaucoup de valeur. Fait que le gain devient très important. Oui. Pour même monsieur, madame, tout le monde, ça a un impact énorme. Alors, il y a une planification à faire si c'est le cas. L'exonération est possible. On peut prendre l'exemption, pas l'exonération, l'exemption jusqu'en 2017. D'accord. Donc, à partir de 2018, la fiducie ne peut pas. Ça veut dire que le gain réalisé à partir du 1er janvier 2018 à aujourd'hui, s'il y avait vente aujourd'hui, cette portion-là de plus-value, il faudrait payer l'impôt sur le gain en capital. OK. C'est un impact vraiment important. On parle du double, là. Oui. C'est à planifier. Là. Si on est dans cette situation-là, je pense qu'il faut regarder avec un fiscaliste. Oui, tu as raison. Je pense que c'est pour ça que récemment, justement, il y a une famille qui m'ont confié le mandat d'acheter leur résidence et puis ils hésitaient beaucoup sur est-ce qu'ils doivent acheter au nom personnel ou au nom de leur fiducie. Puis finalement, leur fiscaliste a dit non, vous achetez à votre propre nom. Ouais. Mais justement, en parlant de ça, c'est pas tout le monde qui a une fiducie. Mais plusieurs personnes, en fait, c'est beaucoup plus facile de s'incorporer. La situation suivante est vraiment très courante, que je vis très, très souvent. C'est-à-dire que, par exemple, une cliente, elle a acheté sa résidence principale. Puis après ça, elle a pu faire un refinancement. Elle a acheté un triplex. Elle achète un autre triplex. Puis là, tout à coup, elle a une dizaine de portes. Puis avant d'acheter la prochaine, elle dit, est-ce que c'est avantageux de m'incorporer et acheter et de transférer ces immeubles-là au nom de l'incorporation? Donc, est-ce qu'il y a comme une règle simple à suivre, genre combien de portes que j'ai et là, je vais acheter au nom d'entreprise? En fait, il n'y a pas de règle parce que chaque cas est différent, parce que ça va dépendre des revenus qui sont générés par rapport à l'investissement immobilier aussi. Parce que, dans le fond, si on les détient personnellement, les revenus ou les pertes, dépendamment, parce que des fois, si on le fait puis on finance, tu sais, si c'est un investissement vraiment, puis on dit, OK, je prends de l'argent, j'achète, je le finance à 100%, puis à ce moment-là, ça se peut que ça génère des pertes.
au niveau fiscal les premières années, donc c'est correct de l'avoir personnellement. Tu sais, ça peut être avantageux. Fait que je te dirais que c'est pas un nombre de portes, c'est plus ça génère quoi comme revenu, c'est quoi financièrement la structure. Puis à un moment donné, effectivement, ça peut devenir avantageux parce qu'il faut comprendre aussi que s'incorporer, c'est des coûts. Il faut faire, tu sais, quand on le fait, on fait un état de résultat par chaque immeuble. On met ça dans les déclarations d'impôts personnels. C'est inclus. Si c'est une compagnie, c'est une entité distincte. Donc, c'est un état financier, des déclarations fiscales. Mais, tu sais, je dirais que c'est du cas par cas. Ça dépend aussi des autres revenus de la personne. Absolument. C'est pas juste cette situation-là. Il faut regarder l'ensemble, faire une analyse, puis dire, bon, mais dans ton cas, ça serait plus avantageux. Tu sais, par exemple, s'il y en a qui en ont beaucoup, ben, vont dire, ben, moi, je l'ai dans ma compagnie. Ben, quand tu arrives à la retraite, ça te permet aussi de mieux planifier tes revenus à la retraite. Alors que si c'est personnel, quand tu es rendu plus vieux, il y a moins d'hypothèques, bien là, ça génère beaucoup de revenus, bien t'as moins de latitude pour planifier tes revenus de retraite, là, tes revenus personnels. Fait qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte. Fait que non, je pense pas que ça soit un nombre de portes. C'est vraiment, c'est quoi vos autres revenus? C'est quel âge? C'est quoi? Tu sais, c'est tous les facteurs ensemble. Il faut vraiment mettre toutes les cartes sur la table et bien analyser la situation avant de pouvoir conseiller. Là, on comprend pourquoi il y a des fiscalistes, pourquoi on se spécialise, pourquoi on a besoin d'apprendre, parce que tout est complexe. Donc, oui, on aimerait avoir des formules tout faites, mais chaque cas est différent. Donc, pour un, ça va être, oui, on devrait s'incorporer parce que la personne a beaucoup, beaucoup de revenus personnels. Pour l'autre, ben non, parce que tu es endetté, tu as des pertes, reste comme ça, puis on verra dans le temps. C'est à suivre. Hein? Aujourd'hui, c'est ça. Dans 5 ans, c'est évolutif. Il n'y a rien qui stagne là, en affaires. Hein? Oui, tout à fait. Alors, donc, comme par exemple, une personne fait la révision de ses REER, par exemple, à chaque année avec son planificateur financier ou avec son banquier privé. Et puis, dans le cas de la fiscalité, est-ce que tu conseilles aussi de faire une révision annuelle? Bien, chaque personne, c'est différent. Moi, ce que je te dirais, ça fait quand même 30 ans que je pratique. Je travaille avec des entrepreneurs, donc la PME. Tu sais, quand on planifie, c'est 5-7 ans, là, puis 7 ans, c'est étiré. Parce que ça bouge. Il y a plein de choses qui arrivent. Les enfants vieillissent. Donc, c'est difficile. Je pense que 5 ans, là, puis des fois, ça peut être plus vite que ça. Mais, tu sais, chaque situation est différente, mais je te dirais que dans mon expérience, 5 ans, c'est une moyenne. Donc, il faut revoir notre planification, il faut revoir notre structure, il faut revoir notre testament. Tu sais, il y a plein de choses. Tout ça est lié parce que toute la vie autour change. Et c'est aussi ça qui est beau parce que je pense que c'est aussi ça qui te tient passionné après autant d'années de pratique parce que tu es une personne qui aime les gens et puis tu les accompagnes de cette façon qui est évolutive. Oui, c'est beau. Puis justement, en parlant de l'accompagnement, t'as tellement suivi d'entrepreneurs, puis qu'est-ce que je suis curieuse de savoir, c'est est-ce que tu as vu une évolution, donc une montée de plus de femmes propriétaires des immeubles? Et si oui, quel serait le pourcentage parmi tes pratiques? Bien sûr, on n'a pas une statistique sur le marché global, là, mais je suis vraiment très curieuse parce que par exemple, je pratique le courtage immobilier commercial. Il y a très, très, très peu de femmes. Et puis, tous les jours, lorsque je travaille avec les vendeurs, les acheteurs d'immeubles, encore une fois, il y a plus d'hommes. Donc, j'aimerais voir de ton côté, est-ce que c'est la même situation? Est-ce qu'il y a un changement? Je sens qu'il y a un changement, mais jusqu'à quel point? En fait, oui, je pense qu'il y a vraiment un changement. Puis moi, j'explique, c'est que, dans le fond, tu sais, on parle, il y a l'immobilier, il y a le particulier, il y a l'entrepreneur, mais donc, de façon générale, j'ai pas de statistiques non plus, là, c'était pas ça le but, hein, mais on le sait que au Québec, moi, je suis très impliquée, dans le fond, avec le Réseau des femmes d'affaires du Québec, avec les ailes à la construction, donc on promouvoit beaucoup les femmes entrepreneurs, mais
il y a vraiment un changement. Ça va être quoi dans 10 ans? Là? Honnêtement, je ne sais pas, mais ça va être vraiment différent d'aujourd'hui. Oui. L'autre, pourquoi il y en a moins? Il y a beaucoup moins de femmes en immobilier, mais il faut comprendre que l'entrepreneur, pas nécessairement l'entrepreneur en construction, tous les entrepreneurs confondus deviennent investisseurs en immobilier à un moment donné. Oui. En grande majorité, je dirais. Si on regarde, là, mettons, dans notre bassin de clients, nous, on a une niche, là, immobilier construction. Fait que là, on est en train de tout analyser comme en détail pour voir c'est quoi les besoins, tout ça. Mais on se rend compte qu'il y a un entrepreneur, son entreprise est en croissance, je vais me construire un immeuble. Il devient investisseur en immobilier parce qu'on va détenir l'immeuble via une autre entreprise. Puis là, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'immeuble est correct? Finalement, il faut que j'agrandisse. Peut-être que je vais avoir des loyers aussi, en tout cas, toutes sortes de... je regardais récemment, on a un problème de main-d'œuvre. Là, on a dit, on va faire venir de la main-d'œuvre. Si je fais venir de la main-d'œuvre, on va acheter un bloc, appartement. Ça vient se greffer à l'immobilier. Fait qu'actuellement, il y a beaucoup plus d'hommes en affaires, d'entrepreneurs, c'est clair. Mais moi, je pense que ça va être juste à amener à changer parce qu'on voit le vent, là. Si je regarde juste moi dans ma clientèle, j'avais très, 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 très peu de femmes il y a 10 ans avec lesquelles je travaillais. Puis aujourd'hui, j'en ai quand même peut-être 30% là, des clients avec qui je travaille. Puis j'en avais probablement 0 il y a 10 ans. Là. Fait que c'est quand même déjà un gros changement, mais avec tout ce qui est fait avec le réseau des femmes d'affaires aussi, puis les différentes institutions ici au Québec, au Canada, c'est vraiment un changement. Je suis très, 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 très enthousiaste de ce changement-là parce que moi aussi, je fais beaucoup d'activités pour l'avancement des femmes. Et puis, justement, je suis en train de mettre sur pied ma propre agence immobilière et pour faire de l'immobilier commercial. Puis, j'aimerais vraiment propulser les femmes, tu sais, qu'elles soient plus outillées, qu'elles soient plus confiantes pour vraiment, tu sais, prendre leur propre part de marché. Alors, c'est formidable d'avoir aujourd'hui. Je ne sais pas comment te remercier. C'est moi qui te remercie. Je ne sais pas. Ah oui, peut-être on pourrait parler de l'exonération. Alors, tu sais, on entend souvent le mot, dans chaque transaction, on entend le mot la taxe de bienvenue, qu'en fait, personne ne trouve ça bienvenu. Quel mot, hein? Quel mot! OK. Et puis, donc, les droits de mutation. Est-ce que, bien sûr que lorsqu'on achète une résidence, donc, les droits de mutation, ça varie selon les paliers, là, donc la valeur marchande de la maison. Par contre, lorsqu'on achète un immeuble commercial, wow, c'est vraiment, vraiment salé, ces droits-là. Donc, première question, c'est que est-ce qu'il existe un outil en ligne pour calculer le droit de mutation de l'immeuble commercial en ligne, comme comme souvent on tape taxe de bienvenue, calculateur de taxe de bienvenue, puis là, on peut calculer, selon les villes, la résidence. Le droit de mutation. Oui, exact. Oui, sur les différents sites, il y a une façon, là, je pense, sur Internet, à ce moment, on a tout. Puis pour le commercial, parce que jusqu'à maintenant, dans mes transactions, je dois toujours consulter l'avocat ou le notaire pour connaître le montant Oui, c'est plus complexe un petit peu, là. OK, d'accord. Oui, effectivement. Donc, mais il y a aussi des fois, en fait, non. À l'achat, on n'a pas le choix, il faut payer les droits de mutation. Là, on n'a pas le choix. C'est plus quand il y a des transactions, des restructurations au niveau d'un groupe de compagnies ou autre, où là, il peut y avoir des exceptions et des exemptions, là, mais sinon... ah oui, c'est possible. Oui, mais si tu te fais une transaction, mettons, de toi à toi, là, tu as des immeubles, tu décides de les mettre dans une compagnie, par exemple, ben, tu sais, là, il y a des spécificités, là, où on peut avoir des exemptions. Donc, on évite de payer le droit de mutation parce qu'on transfère d'une personne à une même personne, mais ou à une autre entité, mais qui est contrôlée par la même personne. Donc, globalement, là, c'est un lien de sang. Là. Dans le fond, moi, mettons, si je transfère un immeuble à ma fille, on a une exemption. C'est prévu à la loi. Ou si un groupe de personnes ou une personne contrôle avant et après,
plus de 90 là. Okay. Le contrôle, c'est plus de 90 puis c'est la même. Ben, ça, c'est vraiment général, là. Mais donc, là, à ce moment-là, on serait exempté de payer le droit de mutation dans cette transaction-là. Sinon, c'est ça. C'est une taxe qui existe ici au Québec. Donc, quand on achète un immeuble, on paye le droit de mutation. Tout simplement. Là, il y a pas, on ne peut pas s'en sortir vraiment. Il y a des organismes à but non lucratif qui peuvent avoir aussi des exemptions. Tu sais, quand je te disais tantôt, les taxes, la TPS-TVQ, les droits de mutation, c'est très, très, très complexe. En tout cas, de toute façon, si vous voulez en savoir plus, moi, j'ai un associé qui est vraiment spécialisé là-dedans. Super. Puis il a écrit 2 livres, pas 1, 2. OK. Sur les taxes. Donc, ça s'appelle Incidence TPS TVQ dans les transactions immobilières. Parfait. Il y a le 1 et le 2. OK. Mais donc, il traite un petit peu des droits de mutation aussi là-dessus. Parfait. Fait que, tu sais, ça répond à plein de questions là, sur des particularités qu'on pourrait avoir lorsqu'on fait une transaction immobilière. Très intéressant. C'est super bien fait. Ah oui. Bien, c'est ça. Je vais me renseigner davantage parce que l'année passée, justement, j'ai eu une transaction de 20 millions qui s'est fait avorter à la dernière minute à cause des droits de mutation parce que le financier, finalement, il a dit, en fait, les droits de mutation, ça ne fait pas partie de ta portion financement. Donc, il faut que tu sortes la mise de fonds en plus, puis c'est quelques 100 000. C'est quelques 100 000. Le taxe de bienvenue. Ouch! Bienvenue chez nous, oui. C'est ça. Mais c'est ça. C'est beaucoup de petits détails, dans le fond, qu'il faut tenir compte là, au moment d'une transaction. Petits détails, grands impacts financiers. Hein? Oui. Il est pourquoi il faut vraiment, vraiment consulter son fiscaliste et sa fiscaliste. Absolument. Maintenant, parlons d'un cas d'un investisseur non résident. OK? On ne voit pas souvent, mais on voit quand même occasionnellement. Ça peut aussi être un immigrant qui a déjà vécu ici, puis finalement, il s'installe ailleurs. Et puis, donc, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour un investisseur qui n'a pas de statut de résident canadien avant qu'il achète et lorsqu'il va vendre un immeuble locatif? Bon, ça aussi, c'est quelque chose de complexe. Hein? On a de plus en plus de transactions, dans le fond, avec des non-résidents d'un bord et de l'autre. Donc, c'est vraiment une spécialité qui s'est beaucoup, beaucoup développée depuis les 20 dernières années. Je dirais même juste chez nous, dans l'équipe, on est rendu à une quinzaine de personnes qui font que ça à temps plein. D'accord. Mais dans l'immobilier, dans le fond, je pense que ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est que dans le fond, quand tu détiens un bien puis tu as des revenus qui viennent d'ailleurs, c'est sûr que le pays, le Canada, il veut avoir son dû. C'est pas parce que tu es non-résident qu'il veut pas. Il veut s'assurer que s'il y a des revenus qui sont générés, qu'ils sont dus. Fait que le principe de base d'un bar, peu importe où, c'est qu'il y a une retenue d'impôt qui doit être faite. Oui. Okay, sur les revenus qui sont payés à un non-résident. Donc, pour un non-résident, par exemple, dans l'immobilier, il y a un choix qui doit être fait. La retenue d'impôt, c'est 25 des montants bruts. Donc, exemple, s'il y a des loyers à 1 000 par mois, c'est 250 pour chaque 1 000 qui doit être retenu, donc, puis envoyé à l'impôt à Revenu Canada, dans le fond. OK? Si on ne fait rien, c'est ce qui devrait être fait. Le choix, dans le fond, intéressant, là, qui peut être fait, puis là, c'est vraiment un survol là, pour un individu, c'est le choix de l'article 216. Il y a une entreprise aussi. L'article 216, ce que ça fait, c'est qu'on fait une demande à Revenu Canada pour faire cette retenue-là, que cette retenue-là soit faite, mais sur le montant net. Donc, ça change tout. On doit quand même envoyer la demande, faire un budget, puis que ça soit approuvé. Fait que si, mettons, c'était 1 000 par loyer, mais que là, finalement, là, je prends 1 000 parce que c'est très facile. Là, on fait le budget, puis on regarde toutes les dépenses, puis qu'au bout du compte, on fait 100 net. Ben, là, au lieu d'être 25 du 1000, ça serait 25 du 100 Exact. Donc, 25 au lieu de 250
Par appartement. Par appartement. Oui. Fait que je te dirais que ce choix-là, en fait, je pense qu'il doit être fait. Là, c'est la conclusion. Là, quand on regarde avec mes fiscalistes, mon équipe au bureau, mais on se dit c'est un choix qui doit être fait. Là. Oui. Fait qu'il y a des procédures, mais c'est pour ça que quand quelqu'un arrive ici, je pense que ça y prend un support ici au Québec pour dire, bon, mais c'est quoi mes choix? Je vais acheter un immeuble, je vais acheter que ce soit un immeuble ou autre. Là, mais c'est ça. Là, particulièrement, parce que si on passe à côté de ça, ça coûte cher après. Là. Ah oui, absolument. Ouais. C'est pour ça que moi, à chaque fois, il y a un investisseur étranger qui me contacte. Avant même qu'on commence le magasinage, là, je le mets en relation avec un comptable qui comprend justement ces notions-là d'investisseurs étrangers. Absolument. Parce que ça aussi, là, c'est vraiment particulier. Donc, tout ce qui touche le légal des transactions et la fiscalité des transactions avec des non-résidents, je pense qu'on ne peut pas faire ça sans se poser de questions. Il faut consulter, c'est très important. Absolument. Ces choix-là, est-ce que ça doit se faire chaque année ou ça doit se faire au moment de la revente? Bien, en fait, pour les loyers, il faut au moment de l'achat. Tu sais, dans le fond, du moment où tu as des revenus, tu achètes l'immeuble, etc., il faut envoyer la demande pour pouvoir faire ce choix-là, dans le fond, puis le budget pour que la retenue, ça soit moindre. Oui, c'est ça. Puis l'ARC demande même qu'il y ait un agent de liaison là, qui s'occupe de la perception et tout. Ben, le but, c'est que chaque gouvernement, que ce soit ici, aux États-Unis ou ailleurs, ils veulent avoir leur part des revenus. Fait que techniquement, on doit s'imposer sur nos revenus partout dans le monde. C'est pareil. Là. Fait que si quelqu'un vient ici, ben, il ne peut pas faire des revenus puis pas payer de l'impôt. Si tu payes de l'impôt à une place, généralement, quand tu retournes chez vous, tu as des crédits puis tu ne repayes pas en double. Là, mais, en effet. Mais techniquement, chacun veut sa part. Pourquoi est-ce qu'on investit? Oui, c'est ça. Mais on va s'entendre que chacun veut sa part quand même. Là. Donc, ça, c'est quand même important. Là, OK. Donc, dans ce genre de situation précise, votre firme peut donc agir en tant que mandataire pour justement faciliter la gestion fiscale. C'est ça. Absolument. Parfait. Super. Puis, en parlant justement de votre niche sur la construction, j'aimerais terminer notre entrevue avec une dernière question. Je sais que cette question aussi est très complexe. Tout était complexe. Tout ce qui est autour de la fiscalité. Mais bon, je sais que tu vas essayer de nous expliquer de façon très, très simple. C'est que, en ce qui concerne la construction et autocotisation, c'est quoi les montants permis côté fédéral, côté provincial par porte? Oui. Ça aussi, c'est dans le livre. Oui, OK. Ça aussi, c'est dans le livre, Benoît. J'ai un livre live, là. Oui, c'est ça. Ouais, mais là, oui, effectivement, l'autoconstruction, dans le fond, c'est je me construis un immeuble locatif. Donc, au niveau des taxes, il y a une autocotisation qu'on doit faire. Le moment, c'est quand on est à 90 % de la construction ou au moment où le premier locataire prend possession de son logement. Ah, OK. Fait que c'est le premier des deux. Où là, on doit s'autocotiser, donc remettre la taxe sur la valeur marchande de l'immeuble. OK. Ça, c'est le principe de base. D'accord. Puis, bien, effectivement, il y a des remboursements possibles. Là. C'est un peu complexe quand même, là, mais rapidement, c'est 36 % de remboursement. Puis, les valeurs sont différentes au fédéral et au Québec. Oui. Donc, au fédéral, c'est 450 000 et moins par porte, puis au Québec, c'est 225 000 et moins. C'est un peu technique, ça, là. Mais, donc, c'est pour faciliter la chose, les montants ne sont pas les mêmes au fédéral et au Québec, le montant de base. Mais c'est un peu ça. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Tu sais, comme là, moi, je construis, OK, oui, mais à un certain moment, tu dois faire ça, puis... tu sais, je pense que c'est impossible d'être capable de tout faire ça tout seul. Là. Ça prend des connaissances là, absolument, pour remplir les choses correctement, faire les calculs correctement, remplir les bons documents. Oui, je pense que c'est ça. Là, je flash. Là. C'est pour ça que certaines de mes vendeurs, ce sont des constructeurs. Justement, ils m'ont dit « Ah, mais le 15 % de vécu, tu dis à l'acheteur que 36 % est retourné. » Oui, mais il y a une valeur maximum. Pas pour les biens de luxe. C'est ça.
Il y a des X, hein? Oui, c'est ça. Veuillez lire les petites lignes qu'on voit Quand jamais. on regarde, au Québec, c'est 225 000 on va se le dire, là, que Il si n'y a on plus regarde rien qui... les valeurs immobilières aujourd'hui, là... Non, il n'y a pas de ce mais tu sais, ça genre prend de valeur. beaucoup de temps avant que la loi puisse changer. Fait que peut-être que ça va changer, mais ça va prendre... c'est pour s'ajuster avec la réalité du marché, mais c'est une grosse machine, là, c'est très long, là. Fait que c'est sûr que... Ben, c'est ça. Aujourd'hui, tu sais, comme on sait que depuis la pandémie, la construction, les main-d'œuvre, les matériaux sont rares et puis ils sont tellement coûteux. Donc, maintenant, pour construire chaque nouvelle porte, tu sais, même 225, ça couvre même pas la partie construction. Tu sais, dans certains cas, là, ça dépend de superficie et de l'emplacement. Mais après ça, il faut ajouter aussi le carrying cost, le land acquisition. Il y a tellement de frais de développement. En tout cas, quelle joie! Donc, c'est pour ça qu'on est passionnant, dans le fond. C'est ça. C'est pour ça que c'est passionnant. Puis c'est pour ça, parce qu'il y a toujours quelque chose, donc c'est stimulant, parce qu'il y a toujours des questions à se poser. On apprend, tout le temps. Oui. Hein? Dans le fond, on a beau... on travaillait à faire un recueil de tout ce qu'on a là, en background dans notre bureau là, au niveau de la niche construction immobilier. Bien, on se dit qu'on en rajoute tout le temps, puis ça arrive à toutes les semaines où, oups, attends un peu, j'ai de la recherche à faire, j'ai, tu sais, mon équipe de fiscalistes, c'est un travail d'équipe, là. Je pense que c'est ça qui est stimulant. Dans le fond, c'est pour ça qu'on aime ça, puis qu'on est passionné, parce que c'est stimulant. C'est pas facile, tu sais. Mais on est là. Oui, pour ça aussi. Bon, super. Merci encore d'être venu aujourd'hui et de nous apprendre toutes ces belles connaissances. Puis je suis sûre que ça va être très utile. Et je vous invite alors à contacter Chantal pour vos questions de comptabilité et de fiscalité bien au-dessus de l'immobilier. À la prochaine. Merci.